Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers amis téléspectateurs de Diaspora FM, chers amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM et de Eden Télévision, bonjour. Et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à l'élection ou aux élections législatives 2023. Des élections tant attendues par les Béninois parce que préparées de longue date, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que tout le monde avait le cœur haut pour la tenue de ces élections. Heureusement, ces élections se sont déroulées, bien sûr, ce dimanche 8 janvier 2023 et commencent déjà par, j'allais dire, laisser les enseignements qu'il faut tirer. Il faut tirer de ce scrutin. Et c'est bel et bien le thème de cette émission à laquelle nous vous convions et qui sera évidemment animée par moi-même, Peggy Ludovic Dagba. Je reçois comme invité sur ce plateau Madame Imelda Bala. Bonjour. Bonjour, Monsieur Peggy. Vous êtes béninoise de la diaspora, vous vivez à Paris, mais vous êtes d'obédience Moël-Bénin. C'est ça, exactement. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je vous en prie. Face à vous, on ne le présente plus, Julien Kiti, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour aux amis téléspectateurs de DNTV et auditeurs de Diaspora FM. Alors vous êtes le porte-parole du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Je rappelle quand même que vous êtes à ce poste-là il y a quand même pas mal de temps et vous étiez sur le terrain hier. Je ne vais pas, ignorer le fait que vous avez voté, mais qu'est-ce que vous avez pu observer sur le terrain? Bien, merci, j'ai pu observer que il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'échauffourée, les Béninois, je ne les ai pas vus s'agresser, alors que c'est des choses qui arrivaient parfois par le passé lors des élections. Mais j'ai observé que les Béninois ont continué à ne pas sortir massivement pour voter, parce que au-delà du bureau de vote où j'ai pu voter moi-même, dans la commune d'Abomey-Calavi, et j'ai pu sillonner plusieurs bureaux de vote, plusieurs centres de vote. J'ai observé que les gens votaient dans la paix, mais il n'y avait pas la grande affluence. Je ne sais pas si, après mon passage, il y en a eu, mais à voir les chiffres hautement provisoires ou informels qui circulent en attendant les tendances. Pour ce qui est du taux de participation, quand j'y ai jeté quelques coups d'œil, je trouve que l'affluence n'a pas été ce que ça doit être. Bon, maintenant, il faut voir le taux de participation au plan national. Mais j'ai pu apprendre, et ça, je n'ai pas observé, j'ai eu des informations parce qu'au même moment, j'observais directement certaines choses de par ma position au sein du parti. Il y avait une concertation qui se faisait au niveau des responsables par rapport aux échos qui nous parvenaient du terrain. Il y a eu quand même des choses qui ne devraient plus se passer, qui n'étaient pas bien pour l'image de notre pays qui est en pleine réforme politique et institutionnelle qui commence à porter quand même, par exemple, dans la localité de Lalo, où on a pu nous signaler qu'à 8h30, 9h moins, des populations qui viennent, les urnes étaient déjà bourrées. On leur dit le vote est terminé, ça a fait toller. Et vous avez appris qu'à Bantais, un chef d'arrondissement s'est retrouvé aux mains de la police parce que... Verrou pour avoir... ou pour avoir bourré les urnes aussi. Et je me suis dit, mais attendez, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, avec le numérique et avec l'envie de tout un peuple, quelles que soient nos différences politiques, d'aller vers la modernité, d'aller vers de l'élégance politique. Et cette fois-ci où il y a eu cette partie en lice, où on a pu sentir, toutes tendances confondues, que quand même, contrairement à 2019, nous avons eu des élections suffisamment libres dans le nombre de partis qui participaient, l'animation des débats démocratiques autour de ces élections-là, et que des citoyens ne puissent pas se départir de ces comportements d'une autre époque, ce n'est pas bien. Donc, au-delà de ça, je pense que globalement, les Béninois se sont bien comportés et on peut, en tant que légaliste, attendre
que les instances qui ont compétence pour donner aussi bien les résultats provisoires, les grandes tendances, que les résultats provisoires puis ceux définitifs puissent exercer leur pouvoir. Voilà. Voilà, vos constats, le tout premier. Madame Imelda Bada, je sais que vous étiez également sur le terrain. Pour le compte de Moed Bénin, vous avez voté évidemment. Qu'est-ce que vous aussi, vous avez pu observer Déjà, je signale qu'à l'entame, vous m'avez présenté juste comme une béninoise de la diaspora. Mais je suis membre de Moed Bénin. Voilà, et je suis la conseillère spéciale du président Jacques Ayadji, le président de Moed Bénin. Et de par ses obligations, j'ai pu vivre ce qui s'était passé depuis la pré-campagne, la campagne, et hier les élections, et là on est en plein dedans. Donc oui, hier on a pu constater, comme il a dit M. Kitty, l'abstention qui a une suite logique au fait de ce désamour qui se crée ou qui s'est créé, j'ai envie de dire, au passé, entre le peuple béninois et les politiques. Nous avons, au niveau de Moed Bénin d'ailleurs, essayé de travailler sur cet aspect. Nous avons essayé de discuter puisque nous étions vraiment sur le terrain et ça s'est senti, malheureusement, avec... Vous ressentiez déjà la chose, c'est ça? En fait, le désamour entre le peuple béninois et les politiques ne date pas d'aujourd'hui. Ce désamour s'est créé au fil du temps. Et j'ai envie de... On a cru comprendre que le fossé, entre-temps, c'est quand même resserré un peu. Je ne crois pas parce que, vous savez, comme on a l'habitude de dire, pour réparer quelque chose, il faut du temps. Il faut consacrer du temps et ça se fait des deux côtés. C'est pas si moi j'ai envie de faire quelque chose pour vous, il faudrait que vous soyez à même de pouvoir accepter que cette chose se fasse pour que ça soit. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les tendances que nous voyons sur le terrain, avec plus de 50% pour ce qu'on entend dans les couloirs, 50% d'abstention, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Et oui, c'est vraiment beaucoup. Et je pense que nous devons, quelles que soient nos obédiences politiques, travailler à resserrer les liens entre la population et nous, parce que quand on entend « Oh, politiciens, ça ne sert à rien, vous ne faites que mentir, vous partez, vous ne revenez jamais ». Et quand ils ont raison? Ils ont raison parce que ces personnes qui sont censées les représenter vont, bon, j'ai envie de dire 4 ans et demi sans eux, ils reviennent, on va dire 6 mois ou 3 mois avant les échéances, les berner, repartir et revenir après quand ils ont envie de repartir à nouveau. Et bon, arrivé à un moment, je pense que c'est leur ras-le-bol qu'ils créent comme ça. Et donc voilà. Est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas un autre élément? C'est-à-dire que par le passé, on a l'habitude d'intéresser les populations, surtout au cours de la campagne, où quand un parti vient faire son offre, discute, en repartant, eh bien, laisse des enveloppes, toutes choses qui ont quand même changé depuis l'ère du renouveau, l'ère de la rupture, je vais dire. Et bon, vous venez vous discuter, et la population demande, il n'y a pas de l'eau pour nous, il n'y a pas de sucrerie. On dit non, on tente d'expliquer. Est-ce que tout ça ne contribue pas à ce désamour? J'ai bien envie de conjuguer ça au passé, mais étant sur le terrain... mais la réalité vous a rattrapé hier. Justement, cette réalité, j'ai bien envie de conjuguer ça au passé. Mais j'ai pu entendre quand même sur le terrain que ça s'est fait. D'une manière ou d'une autre, il y a des obédiences qui se sont adonnées à ces pratiques. Voilà. Et si on ne prend pas, on dit carrément « Agnaodounde Ame ». Hier, pendant le dépouillement, j'ai même entendu, et je suis vraiment sincère, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai voté nul, mais parce que je n'ai rien pris. J'ai voté nul parce que je n'ai rien trouvé pendant les campagnes. » Donc, je pense que ces habitudes que nous avons au niveau politique, de vouloir soudoyer ces personnes, c'est petit. C'est petit et chaque parti politique doit pouvoir travailler. Nous avons offert un projet à la population.
Un projet que nous avons consigné d'ailleurs dans un document pour permettre à la population de pouvoir juger ce que nous voulons leur apporter. Et dans ce document, d'ailleurs, nous avons parlé de ce fossé-là qui existe entre le peuple et les dirigeants, j'ai envie de dire. Et malheureusement, on attend toujours de l'argent. On attend toujours des petits cadeaux. C'est une habitude qui a été solidement installée. Mais qui nous retarde et qui nous regresse. Vraiment. Julien Kitty, ce pan de la situation, c'est vrai que, bon, vous êtes contre naturellement, mais ça ne rend pas service au scrutin. Non. Si c'est ce qu'il faut pour que le scrutin se passe bien, autant laisser ça se passer de cette façon. Un jour, on aura un scrutin où beaucoup de Béninois vont comprendre qu'ils ont tort de ne pas aller voter. Mais s'ils ont faim, non, ces Béninois-là, et ils espèrent quelque chose, quelques subsides, non, pas le bien de la campagne électorale. Ils ne l'ont pas eu. Je sais que vous n'avez pas l'intention d'insulter le peuple béninois. Et si jamais, pas extraordinaire, c'était votre intention, je ne le fais pas, je ne m'associe pas à vous. Parce que dit qu'ils ont faim et que c'est au cours des élections... Tout le monde crie, attendez, tout le monde crie, j'ai faim, il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas, et ainsi de suite. Et à l'occasion où ils ont souvent quelque chose qu'ils ont espéré peut-être des années durant, vous le dites encore non. Non, mais il faut comprendre quelque chose. Il y a que, et ça le chef de l'État béninois l'a dit très clairement, si le pays, les méthodes de gouvernance ont changé et les tuyaux de circulation de l'argent volé, de l'argent détourné par-ci par-là, ces tuyaux sont bouchés. C'est une situation globale qui est observée dans le pays. Vous savez très bien que les gens n'enterrent plus leurs parents avec autant de faste qu'avant. Vous voyez de moins en moins les scènes où on déverse des billets de banque. Enfin le pharaon. Voilà. Donc, vous avez... Allez poser la question aux structures qui font dans ce qu'on appelle le service traiteur, dans la restauration. Ils vous diront que les week-ends, ce n'est plus... C'est morose. Voilà. Alors, mais, et le chef de l'État l'a dit, il faut bien qu'à un moment donné, on se dise, il faut passer par là pour que l'argent qui appartient à tout le monde puisse servir à des réalisations qui servent tout le monde, qui profitent à tout le monde. Dans ces conditions, c'est humain, instinct humain, que de dire l'argent ne circule pas. Comme si l'argent devrait être déversé quelque part et tout. Je comprends. C'est ce dont ils ont l'habitude. Personne parmi nous ici ne peut nier le fait que la situation économique, en tout cas le panier de la ménagère, ce n'est plus ça. Et qu'il faut travailler dur pour l'améliorer. Aussi bien les dirigeants que chacun de nous travaillent à ce que ça s'améliore. Maintenant, élection, période électorale, préélectorale ou campagne électorale, mais c'est même proscrit, d'accord? Par les tests. Par les tests. Maintenant, la responsabilité des hommes politiques, c'est quoi? C'est d'avoir le courage sur la durée de... est-ce que je vais parler d'impopularité? Avoir le courage d'expliquer aux populations que l'argent qu'on va leur donner, et ça n'a jamais été des sommes importantes d'argent. Tout à fait. Parce que même quand vous voyez les gens... C'est juste pour prendre de l'eau. La personne qui vous dit « je n'ai rien pris », elle parlerait un autre langage si on lui avait donné 2 000, 5 000 francs, 10 000 francs. Alors, ça lui aurait permis de vivre pendant combien de temps? Alors, donc, le paradoxe, ce que moi j'observe, et ça je confirme ce que Mme Bada dit en notifiant que contrairement à ce que vous dites là, il y a eu des partis politiques qui se sont à fond à donner à cette pratique-là, distribution systématique d'argent et de biens. Et puis... Mais qu'est-ce que vous autres partis concurrents avez fait, puisque vous avez eu l'information? Non, attendez. La loi l'a proscrit. Oui, il y a deux choses. Ce que nous avons, d'abord déjà à notre niveau, et ça c'est notre option au niveau de l'IDBN. Voilà, et c'est même, cela relève de la logique universelle. Quand vous voulez contribuer à ce qu'une mauvaise pratique régresse ou disparaisse, vous vous imposez de ne pas la pratiquer, vous. Ouais. Quel que soit ce que ça vous coûte.
Donc, on a dit, nous, il ne sera pas dit que nous, on distribue de l'argent aux gens. On n'ira pas pour aller parler aux gens un langage faux pour entretenir une pratique qui n'est pas bonne. Alors, au même moment, nous avons passé le message à tous nos militants, à tous les coordonnateurs et à tous nos envoyés sur le terrain d'alerter la police et d'alerter la population dès qu'on sent qu'il y a de ces comportements. Je crois le samedi, donc à la veille du scrutin, il y a eu... nous avons pris un risque, nous, et ce risque, on en est fiers, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Partout, même des gens, des membres de parti, dans certains endroits, nous ont dit « Ah, mais les autres, là, ils ont mis beaucoup de moyens pour faire porte-à-porte. » Alors, vous n'avez pas fait de porte-à-porte? Non, attendez, non, nous, on a fait porte-à-porte, mais au vrai sens du terme. Quand vous allez en communication, quand vous parlez de porte-à-porte pour faire du marketing politique... Mais le porte-à-porte est aussi interdit, puisque attendez. La campagne a déjà pris le fin, porte-à-porte, et c'est la journée neutre. Vous êtes en train de me comprendre totalement mal. Je n'ai pas dit que le samedi, on a fait ça, on a fait campagne, non. Non, mais le porte-à-porte, c'est dans la nuit du samedi à dimanche. Non, c'est au sens béninois, au sens... De la mauvaise pratique qui s'est perpétuée. Le porte-à-porte en communication sociale, c'est le B2B, c'est aller dans les maisons des gens. Campagne. Oui. C'est pendant la campagne, mais oui. Le samedi à dimanche. Le samedi à dimanche, la loi dit vous n'êtes pas en campagne. On n'a pas été en campagne. Et puis le samedi, la veille de... Donc vous ne l'avez pas fait? Non, la veille du scrutin, on a bien d'autres choses à faire. Voilà. Organiser comment ça va se passer le dimanche. Merci. Travailler avec les mandataires et autres là. Merci. Mais excusez-moi une minute de dire quelque chose. J'ai souvent entendu un langage sur le terrain qui me scandalise. C'est-à-dire que des gens vous disent même si on doit cesser de corrompre dans la politique, dans une élection, ce n'est pas de cette façon qu'on va arrêter. C'est progressivement que ça va venir. Ce qui suppose qu'on a dit, il faut être en train de faire un peu quand même. Alors, c'est quelle habitude mauvaise, déjà établie comme telle, vous aider à faire disparaître quand vous faites ça quand même? Vous continuez à le faire. Et les gens disent non, c'est au fil des années. Mais si au fil des années, vous continuez, celui dont vous voulez changer ce qu'on appelle en sciences sociales les compétences de vie courante, il ne changera jamais. Ça n'ira que crescendo. Donc, il sera tout compte fait que vous savez très bien que ça là ne doit pas s'arrêter. Maintenant, si tous les partis politiques décidaient de ne pas le faire, le même peuple que vous voyez en train de réclamer ça va se rendre compte que ça ne doit plus se faire. C'est exactement comme les lois qui existaient depuis 50 ans, personne ne les applique. Un jour, vous avez dit qu'il faut mettre des casques. Les gens vous ont dit, ah non, c'est ma tête, pourquoi vous allez me dire ça? Dès que tout le monde s'est mis à mettre les casques, dès qu'on a sanctionné, c'est fini. Le Béninois s'est rentré dans ses réflexes. D'accord. Bon, maintenant, si ça fait gagner des gens, c'est bon. Si on veut que la politique continue comme ça, allez-y rapidement. Je pense que si nous ne nous arrêtons pas et que nous cherchons toujours à faire, comme il a dit M. Kitty, à vouloir faire un peu en attendant, nous allons toujours tourner en rond. Et je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas au niveau d'une obédience politique que ça doit se faire, mais ça doit se généraliser. Ça doit se généraliser et la population doit savoir ce qu'est son rôle réellement. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une absence de gendarmes? C'est-à-dire quoi, vous, partis politiques, qui vous engagez à ne plus le faire, que vous soyez des gendarmes entre vous pour dénoncer ceux qui le font? Je pense que ce qui s'est fait, sans vouloir citer quelqu'un, ça se fait au vu et à la barbe de tous. Ouais. J'ai vu à l'entame, au fait, un parti politique où ils ont jeté de l'argent, comme on le fait en Côte d'Ivoire, sur des artistes que je n'ai pas envie de citer. Du farotage, exactement. Des boucantiers de la République, on les a vus pendant en fait, dit que le peuple a pendant fait que le peuple... Mais il aurait suffi juste de prendre quelques photos. Ah, mais la vidéo circule. Et de faire le constat d'huissier et d'enrôler. La vidéo circule et ça s'est fait, comme je l'ai dit, au vu et à la barbe de tous. Ce n'était pas entre quatre murs. C'était pendant ce temps, Noël est passé, il y a des enfants qui n'ont pas pu
avoir un repas de Noël. La fin de l'année, pareil. Donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions, au-delà de la politique, conscientiser les nôtres sur le rôle qui leur revient. Parce que si, par exemple, moi, je vous prends pour me représenter, vous n'aurez pas à me payer pour que je puisse vous donner mon autorisation pour me représenter. Et me représenter, c'est quoi? C'est aller défendre mes intérêts. Et si vous allez défendre mes intérêts, vous me devez des retours. Vous me devez mon OK. C'est-à-dire que vous n'allez pas me représenter et rester, par exemple, si vous allez me représenter à Parakou, vous n'allez pas rester à Parakou pendant que je suis à Cotonou, pendant tout le temps, toute la durée de représentation. Vous êtes obligé, si vous avez peut-être pris une décision, de m'informer de cette décision-là. Et même parfois, avant de décider, de me dire « Ah, Madame Bada, il y a telle décision qui va être prise, eh bien, je voudrais avoir votre accord ou j'ai dû prendre telle décision, puisque vous agirez en mon nom. » Vous avez un mandat. Du coup, exactement. Du coup, la population ne se rend pas compte au fait de ce pouvoir. Sinon, ce pouvoir ne coûte pas 50 000 francs, ne coûte pas 10 000 francs, ne coûte pas même 1000 francs ou 500. J'ai vu même des personnes qui ont dit « Ah, quand moi j'étais partie la dernière fois, j'ai eu 200 francs. Hein. » Ça m'a su. 200 francs CFA. Aïe, aïe, aïe. Ce pouvoir ne coûte pas 200 francs, ne coûte même pas 1 milliard. Parce que c'est ce pouvoir qui permet à notre pays de pouvoir continuer sur l'élan de développement qu'il a amorcé depuis 2016 du moins. Et malheureusement, je pense qu'il faudrait vraiment travailler et même la société civile est conviée à ça. C'est cela. Nous allons maintenant voir un peu le vote de certaines personnalités. Le président de la République, Patrice Talon, qui a voté bien sûr dimanche aux alentours de 9h à Charles Guillot, et puis le président Boni Yayi qui a voté dans son Tourou natal. À 9h précises ce matin, le cortège présidentiel a foulé le sol de l'EPP Charles de Guillot de Zongo. Accueilli en liesse par les populations, le président Patrice Talon, accompagné de la première dame, était dans le 5e arrondissement pour accomplir leur devoir civique. En tant que premier citoyen de la République, Patrice Talon est allé voter pour le candidat de son choix et donner ainsi le bon exemple. Le sens pour le rôle que j'ai est une évidence. C'est un devoir et de la compter avec enthousiasme et plaisir et responsabilité. Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme, personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. Dans une ambiance joyeuse, le président a salué les populations. Tout comme le chef de l'État, différentes personnalités sont allées voter dans leurs centres de vote respectifs. Nous m'offrez l'occasion de dire merci et de rendre gloire à Dieu, merci à Céleste pour cette journée. Et je prie que chacun de nous puisse en faire une paix de gloire, etc. Ce scrutin est très important. J'ai vu qu'en même temps, le peuple béninois a sorti massivement pour s'acquitter de ce devoir républicain. Et pour moi, mon avis, avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, le scrutin sera transparent, équitable et paisible. Rien que la paix. Donc bonne chance à tous et bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans ce pays. Merci beaucoup. Ben voilà, deux personnalités importantes dans notre pays. Celui qui a succédé, le premier a succédé au second, Boni Yayi et puis Patrice Talon. Alors, les messages des deux Imelda Bada, est-ce que vous avez pu quand même les apprécier à leur juste valeur? Le chef de l'État qui se réjouit de ce qu'il n'y ait pas eu de boycott de ces élections et le président Boni Yayi qui, lui, demande la transparence. Oui, je pense que les deux ont joué le rôle
qu'il devrait jouer, déjà en tant que citoyen, puisqu'on en parlait tout à l'heure avant la diffusion des éléments. Un citoyen a le devoir, l'obligation d'exprimer son choix quand il s'agit des élections, que ce soit législatives, municipales ou présidentielles. Ils doivent pouvoir dire qui ils veulent pour pouvoir les représenter. Et ces deux, avant tout citoyens, l'ont fait. Ils l'ont fait déjà en tant que citoyen béninois et le président Patrice Talon en tant que premier des Béninois. Et son message était quand même clair, puisque nous avons tous vécu ce qui s'est passé il y a bientôt 5 ans. Et aujourd'hui, nous avons vu comment il s'est battu pour que nous puissions avoir cette liste qui nous a permis de choisir hier qui nous voulons. La liste électorale informatisée. Exactement. Et je pense que c'est tout en l'honneur du Bénin. C'est tout en l'honneur du Bénin. Et pour ce qui concerne l'ancien président Boni Yayi, je pense qu'il a fait appel à une transparence. Je pense que cette transparence est naturelle. Et chacun de nous, veillons à ce que, dans tous les cas, que ce soit le Bénin qui soit toujours gagnant. Est-ce qu'il avait raison à réclamer la transparence, vu quand même tout le soin qui a été mis à la préparation de ce scrutin? Je pense que, étant donné qu'il soit également un président d'honneur d'un des partis en lice, peut-être qu'il a des raisons qui lui sont propres de tirer une certaine sonnette. Je ne dirais pas d'alarme. J'espère qu'il n'y aura pas de sonnette d'alarme cette fois-ci d'ailleurs, venant de lui. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Bénin qui gagne au-delà de tout. Julien Kitty? Non, je pense que les deux anciens et actuels chefs d'État étaient dans leur rôle, à la différence que l'un a été en campagne, l'autre ne l'a pas fait. En campagne le jour du scrutin? Non, avant le jour du scrutin. Il faut déjà faire la différence entre les deux, parce que ancien président, président en exercice, ce n'est pas superflu de dire que l'autre a agi, non pas seulement comme ancien président, mais il a agi également en tant que président d'honneur du parti Les Démocrates. Pourquoi voulez-vous lui Non, je vous en prie. Cette qualité, ces casquettes-là? Bon, c'est vous qui dites à ma place que je veux lui dénier ça. C'est ce que moi j'ai compris. Non, vous avez insinué. D'accord. Le rappeler ne signifie pas que je lui dénie le droit de le faire. Et justement, si l'autre qui est au pouvoir, le président Patrice Talon, le faisait aussi, aucune loi de la République ne lui aurait été appliquée comme sanction. Donc, c'est pour vous dire, c'est important que les gens le sachent. Et cela permet de comprendre que la posture de Boni Yayi a été marquée par l'appel à un scrutin paisible, un scrutin transparent, un scrutin démocratique et tout ça, appelé à ce que Dieu bénisse. Parce que ce n'était pas à la fin du scrutin qu'il a dit ça, c'était le matin. Ça veut dire qu'il ne savait pas tout ce qui allait se passer jusqu'au soir. Et lui, en tant que partisan, appartenant à un camp ouvertement, donc, il lançait un appel aussi pour que tout se passe bien. Donc, ce n'est pas qu'il avait confiance et qu'il ne devrait plus parler de transparence. Donc, il réclamait. Donc, il avait des raisons. Il avait des raisons, comme Mme Bada l'a dit. Maintenant, c'est bien qu'il ait tenu un langage qui tranche totalement avec celui qu'il a tenu en 2019. On a encore ces mauvais souvenirs du 1er 2 mai 2019 en tête, où ça se passait très mal. À Kadiaoum, ça se passait très mal dans les collines là-bas, à Tchaourou, à Savé. Donc tout ça est derrière nous. Parce qu'il y avait des mécontentements. Non, aujourd'hui, ce n'est pas que tout le monde est satisfait de tout. Ouais. Mais même s'il y avait de mécontentement, je pense que même le parti Les Démocrates, ou tous ceux qui se prévalent d'être de l'opposition, aujourd'hui, s'ils doivent être honnêtes, ils vont se rendre compte qu'en fait, en 2019, on a juste manqué de se parler correctement. Parce que
Et c'est ce que le chef de l'État est en train de dire, et c'est comme ça qu'il faut décrypter ses propos. Il dit qu'il est heureux de constater que le scrutin se passe très bien, tout le monde est aux élections, et personne n'a boycotté. Personne n'a boycotté. Il n'a pas dit personne n'a été empêché. Il a dit personne n'a boycotté. Ça avait été boycotté, oui, justement. Parce qu'en 2019, ceux qui se sont rassemblés pour faire les démocrates aujourd'hui, ils étaient soit à FCBE ou ils étaient ailleurs. C'est eux, même avec ceux qui les ont rejoints, qui ont dit nous boycottons. C'est eux qui ont Parce qu'ils ont été empêchés. Oui, maintenant pas du tout. Ils se sont conformés après, ils n'ont jamais été empêchés. S'ils avaient été empêchés, ils avaient crié que c'est la loi qui les empêchait. La loi n'a changé d'un iota. Il n'y a plus de certificat de conformité aujourd'hui. Non, il y avait le certificat de conformité. Attendez. Le certificat de conformité, je vais vous expliquer, ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas être en vigueur au-delà de 2019, même 6 mois après. Vous savez pourquoi? Parce que le certificat de conformité n'avait de valeur que juste pour constater, acter la démarche, la fin de la démarche de chaque parti politique auquel on demandait de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. L'UDBN a été le premier à le faire. Mais eux, ils ont dit, nous ne nous conformons pas à cette charte parce que nous ne l'acceptons pas. À partir de ce moment... Au vu des lois qui existaient. Oui, maintenant, des lois qui existent, que certains qui sont leaders les démocrates aujourd'hui ont contribué à voter à l'Assemblée nationale pour venir dire après que ces lois ne nous plaisent pas, il faut les casser. Les lois sont restées. Alors, quand ces lois existent et que vous refusez de vous y conformer, comment on peut vous donner le certificat de conformité? Puis il faut déjà faire la démarche. Mais ils avaient dénié. Non, mais moi, excusez, ils avaient dénié au certificat de conformité toute légitimité parce que ça ne, aucune loi ne l'instaurait. Monsieur Dagba, c'était pour ça. J'irai plus loin parce qu'en 2019, le président Patrice Talon avait fait asseoir les partis politiques quand il y avait eu ce souci. Mais tout le monde n'y était pas. Et justement, malgré qu'il n'était pas, malgré que ces gens de l'opposition n'y étaient pas, il y avait des décisions qui avaient été prises pour demander à ce qu'on puisse remonter, voir ce qui bloquait pour pouvoir nettoyer, pour permettre à ce que tout le monde, enfin, tous ceux qui sont désireux de participer aux législatives de 2019 puissent le faire. Il y a eu des personnes, enfin, des honorables dans le temps de l'opposition qui se sont dégagés, qui avaient signé le protocole et qui sont revenus derrière dénoncer leur signature. Et donc, oui, ils se sont auto-exclus. Ils se sont auto-exclus. On va pas vous faire le débat, puisque entre-temps, voilà. quand même, du coup, les propos du chef de l'État étaient bien posés parce que le cadre est conforme aux faits. Ces personnes s'étaient exclues et aujourd'hui, nous sommes heureux de les avoir avec nous. On refait surface. Mais non, on va pas... Aujourd'hui, quand même, c'est les mêmes qui ont pris part à cette élection-là. Il faut surtout insister sur le fait que ce sont ces mêmes personnes qui se sont conformées à ces mêmes lois. Exactement. D'accord? Non, il y a eu entre-temps la disparition du certificat de conformité. Non, là où je ne suis pas d'accord avec vous. Même si le quitus fiscal est venu le remplacer. Non, je vous en prie. Oui. Si vous permettez, avant qu'on ne continue, je souhaite qu'on s'entende sur quelque chose. On est en train de s'entendre finalement. Le certificat de conformité ne faisait pas partie de la loi. C'était juste pour vérifier. C'était ce qui était dénoncé. Non, attendez. Celui qui ne veut pas... Non, et ça, je plaide que vous me compreniez sur ça. Je vous comprends. Celui qui ne veut pas se conformer, pourquoi doit-il expirer un certificat de conformité? Et au final, ils se sont conformés déjà. Sinon, ils ne seraient pas un parti politique. Supposons qu'on n'avait même pas institué le certificat de conformité. Quand eux refusaient de se conformer à la loi, pouvaient-ils participer aux élections? Ça, au moins, vous comprenez que... Gros point d'interrogation. Non, même pas de point d'interrogation. Assurément, s'ils ne s'étaient pas conformés, ils ne pouvaient pas participer. Ça va de soi. Maintenant qu'ils se sont conformés, vous les voyez aux élections. Maintenant, il faut qu'on puisse expliquer au peuple béninois que la loi n'a pas changé entre-temps. Et le chef de l'État est en train de dire qu'il est heureux de savoir que nous sommes en train de tourner les pages sombres de notre histoire politique récente. Et il a dit, malgré le fait que la loi n'a pas changé, et
que les réformes sont en train de porter, de changer notre environnement politique, économique et administratif. Et ces 3 niveaux-là, pourquoi je trouve que le chef de l'État a bien trouvé les mots? S'il y a aussi une dynamique qui consiste à mettre la politique au service du développement. Donc, la politique qui permet que dans le discours, dans l'action politique, on puisse penser au développement et non détacher cela comme un jeu où, dans une période donnée, on vient faire du vous-vous-et-là, et puis après, on va à l'Assemblée nationale, on va faire ce qu'on veut, et comme elle a dit, 4 ans après, on revient voir le peuple qui lui-même se dit, bon, tout compte fait, c'est pour eux-mêmes qu'ils cherchent ça, et c'est pourquoi, à la fin, quand ils reviennent vers le peuple dit, OK, faisons les transactions commerciales, faisons les transactions financières, puisque ce n'est pas moi que vous représentez. Et elle avait dit quelque chose ici tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé. Il faut que ce qu'on appelle en fond à Ivogui, il faut que en temps ordinaire, que entre 2 élections, les partis politiques commencent pas à animer véritablement la vie politique. Qu'est-ce qui va se passer? Si régulièrement, si par exemple, nous, de 2023 à 2026, ça fait 3 ans, quoique plus court que les 4 ans, si pendant ces 3 ans, les partis politiques continuent d'aller vers le peuple, les sensibiliser, parce qu'on n'ira pas dire votez pour moi, non. On ira pour dire, nous voulons parler avec vous du pouvoir que vous avez, le mandat que vous donnez aux députés là. Voilà ce qu'ils doivent faire. Nous sommes encore à l'étape où vous avez des gens, vous allez en campagne, il y a des gens qui ne savent pas que le député, ce n'est pas lui qui construit les hôpitaux. Il y en a qui ne savent pas que le député ne fait pas la route. Et nous sommes encore à cette étape. C'est pourquoi la personne qui a besoin d'électricité dans son coin, quand vous venez jusqu'à elle, les voies qui sont dégradées, elle vous dit, ah très bien, comme c'est la campagne là, vous avez avec vos véhicules fait jusqu'à venir vers nous. Si vous voulez que nous votions pour vous là, mettez-nous l'électricité, arrangez-nous notre voie. Il faut pouvoir, si c'est en ce moment vous voulez dire à l'électeur, écoutez, c'est le gouvernement qui peut faire ça. Le député a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement, de l'interpeller. Pour que ce soit fait, il va vous dire, c'est trop tard déjà. Ça, là, il faut que toi-même tu me fasses ça. Parce que, enfin, le peuple électeur aussi regarde, le citoyen regarde l'homme politique comme celui qui profite indûment de la manne financière appartenant au pays. Et donc, tout le luxe qu'il a, il se dit, c'est notre argent qu'il vole. Donc, il vient, il faut que je prenne un peu chez lui. Il a l'argent, il faut qu'il me fasse ça. Voilà. Donc, il faut, si le peuple comprend le rôle du député et comprend le caractère sacré du pouvoir qu'il donne au député pour aller le représenter, pour pouvoir agir en son nom, pour faire les lois et pour contrôler l'action du gouvernement. Comme elle a dit là, si le député tarde à revenir, le peuple même va l'appeler pour dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça fait 3 mois que vous êtes parti, ça fait 6 mois, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Et le problème serait déjà réglé un peu si on revenait aussi à... Là vous appelez à un mandat impératif pour le député. Mais le député, justement, il devrait l'avoir, le député. Je pense que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donné l'exemple. Il n'était pas obligé, il n'y a aucune loi de la République qui l'obligeait à faire une reddition de comptes quand il finissait son premier mandat. Mais il l'a fait, il a sillonné tout le pays pour pouvoir le faire. Si le premier responsable arrive à le faire, qui sont les autres, j'ai envie de dire, qui sont-ils? Encore que... Mais pourquoi les tests ne le prévoient pas? Je pense que, bon, il y a... Parce que ça, c'est quand même un gros point. Je pense que tout est perfectible, toute œuvre humaine est perfectible. Et certainement que ça va se penser, ça va se faire dans les années à venir. Je n'ai entendu aucun programme d'un parti politique l'annoncer, par exemple, au cours de la campagne. Si, nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans notre offre de législature. Ça figure dans votre offre? Si, bien sûr. Ça a été mis noir sur blanc. On est même parti au-delà de ça. Je pense que les campagnes sont terminées, je peux me permettre. Vous pouvez le dire. On a été au-delà de ça parce que nous avons discuté avec les députés, les futurs députés, on espère, de Moël Bénin, pour pouvoir permettre à ce qu'un cinquième de tout ce qu'ils auront comme émolument au niveau de l'Assemblée nationale soit reversé à leur circonscription d'origine, pour permettre à ce que les jeunes et les femmes puissent entreprendre avec ce financement-là. C'est-à-dire qu'ils sont obligés déjà d'être en contact. C'est comme si vous avez un enfant,
vous payez une pension Ouais, pour votre alimentaire enfant. à l'enfant. Ça crée un lien naturel, puisque c'est votre financement. Du coup, ils seront obligés d'aller sur place pour pouvoir vivre le quotidien de ces personnes-là. Et malheureusement, j'ai envie de revenir un petit peu derrière. Très rapidement, hein, parce Monsieur Kitty, il disait comment les nôtres prenaient plaisir à dire du n'importe quoi pendant la campagne, qu'ils vont construire des hôpitaux, qu'ils vont construire des routes, qu'ils ont changé le péage et qui prennent du plaisir à dire au peuple que c'est grâce à eux que le péage a été, alors que le programme d'action du gouvernement, sa réussite, c'est chacun des Béninois. Parce que oui, nous avons tous contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cela soit. Et ces personnes encouragent le mythe du politique menteur, politique synonyme du menteur. Et pour pouvoir arriver à l'anoblissement de la classe politique, ces personnes doivent pouvoir faire un mea culpa. Et j'espère qu'ils soient réélus députés ou qu'ils ne le soient plus, qu'ils puissent quand même faire un examen de conscience et savoir qu'on ne peut pas continuer à berner tout un peuple aussi longtemps. Il faudrait permettre à ce que la nouvelle génération qui va leur emboîter le pas, parce que même s'ils reviennent aujourd'hui, ils ne resteront pas éternellement. c'est clair, ils vont passer. En tout Donc, cas, quand ils voudront passer, qu'ils ne le témoin. passent pas la main à leurs semblables. On ne veut plus que la politique soit synonyme de tout ce qui, enfin, du mensonge. Je n'ai pas envie d'aller au-delà de ça. Merci Madame Bada, merci beaucoup. Nous allons retourner à la régie pour suivre cette fois-ci un élément qui donc va faire le point de la clôture des urnes dans Abomey-Calavi. Vous savez, le scrutin s'est déroulé, il y a eu, comment dirais-je, les dépouillements, le point est fait, il faudra convoyer tout ceci vers la Sénat. Frédéric Esouar-Mabou est allé regarder ceci de très près. C'est une ambiance de mobilisation des grands jours qui aura régné dans les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi au soir de ce dimanche 8 janvier 2023. Au terme d'une journée de vote qui met aux prises 7 partis politiques, le travail n'est pas encore totalement bouclé pour les présidents des bureaux de vote et leurs assesseurs ce soir-là. Il faut faire le point de tout ce qui s'est passé et dresser donc un procès verbal, comme ici, au niveau des postes de vote installés au camp militaire du 1er bataillon des transmissions d'Abomey-Calavi. On coche point par point les résultats d'après dépouillement sous l'œil vigilant de quelques représentants de partis politiques et autres citoyens curieux. Une fois ce travail accompli, le convoyage du matériel électoral après dépouillement est enclenché en direction des arrondissements où tout ceci va être centralisé dans des cantines et renvoyé à la Sénat. En exemple, ici à l'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre, mieux connu sous le pseudonyme de Calavi-Kouta. Tous les moyens sont bons pour y ramener les urnes et les isoloirs qui, pour la plupart du temps, ont servi de tableau pour le décompte des voix lors du dépouillement. Des urnes se transportant à bout de bras sur des motos et voitures arrivent de tous les coins de chaque arrondissement pour atterrir au niveau des bureaux d'arrondissement. Ici comme ailleurs, la mobilisation semble bien forte. Les urnes posées à même le sol dans des files qui s'allongent interminables. Les tableaux de dépouillement circonstanciels ne sont pas du reste. Dans les rangs, on s'impatiente. Pendant ce temps, de petits groupes se forment, discutant par-ci, par-là. Sur les lèvres, remuant à peine, on ne parle que chiffres. Et dans cette atmosphère, il y aura forcément des inquiets, des tendus, dans le même temps, certains dont le visage restera traversé par quelques sourires. À tout point de vue, pour ce soir-là, la nuit s'annonce bien longue, mais à la fin, chacun aura rendu un service à sa nation, celui d'avoir permis, dans la paix, la tranquillité et même dans la joie, de faire avancer une fois encore la démocratie béninoise. Merci à Frédéric Esouar-Mabou qui nous a permis quand même de voir un peu comment les populations se sont organisées à la base pour la conduite de ces urnes et autres cantines vers les arrondissements. Julien Kitty.
Bon, il faut déjà saluer, on a dit tout ce qu'il y a comme travers au niveau du peuple. Il faut qu'on salue également et fortement ce qu'il y a de positif. Les images qu'on a vues là, vous voyez, il n'y a que le patriotisme et la passion de contribuer à l'évolution de la nation qui peut amener des gens dans ce spectacle-là à ne pas disparaître avec les urnes, à se dire on se tient, on est là. Peut-être que la personne qui aura l'intention de faire disparaître quelque chose, il y a un autre à côté qui le regarde. Et donc, mais c'est des choses qu'il faut pas faire parce qu'on sait que ça va quitter un point A pour un point B. Et celui qui doit réceptionner doit être là. C'est quand même des éléments précieux. Au moment où on allait déposer ces outils-là au niveau des bureaux de vote, la Sénat transportait ça avec beaucoup plus de soin. C'est maintenant qu'il y a les précieux éléments dedans, les voix dedans, que ça se passe comme ça. Mais puisque il n'y a pas eu d'incident, je me dis, ça aussi, la conscience est en train de venir. Et comme il a dit, Espoir, dans son commentaire, c'est une nuit qui a été longue. Parce que tout ce que vous voyez là, le nombre que vous voyez, ce n'est pas ceux qui ont été membres du bureau simplement. Vous voyez qu'il y a des gens qui... Il y a beaucoup de votants. Donc, chaque formation politique a son lot de militants là qui viennent dire, mais on sera là jusqu'à l'arrondissement pour voir comment ça va se passer. Et j'ai vu des gens transporter, vous voyez, c'est sur la moto. Et vous l'avez dit en micro, c'était comme si c'était des histoires de vente de guerres. Bon, voilà. Donc, franchement, je trouve que là où la modernité n'est pas encore allée, là où on n'a pas encore tous les moyens qu'il faut, lorsqu'on fait parler le cœur de patriote, ça peut marcher. Et je suppose que ça a été le cas un peu partout, sauf les endroits où des personnes qui sont spécialistes de la fraude et des mauvaises pratiques ont cru qu'il faut continuer à faire ça parce que ce qui se passe là encore, c'est souvent des cas où ces jeunes, vous en trouvez, qui partent du bureau de vote avec un contenu et à la destination, c'est un autre contenu. Les PV qui changent, je suppose, parce que je n'ai pas pu être partout, je suppose que ces situations-là ne se sont pas produites à beaucoup d'endroits. Donc, je salue le patriotisme du peuple. Vous voyez, les forces de l'ordre ont tellement eu moins à faire qu'ils ont préféré se regrouper aussi en conciliabule quelque part. Sinon, si la foule leur posait un problème, je crois qu'ils se seraient mis dans des positions stratégiques, comme ils savent le faire, pour mettre de l'ordre. Donc, je pense que ce peuple sait montrer de la maturité à des moments donnés, mais même si il y a des points vraiment mauvais que le peuple a envie de chérir et qu'il faut l'aider, dont il faut l'aider à se débarrasser. Et là, une fois encore, c'est de la responsabilité des partis politiques. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, ouais, pour aider la Sénat, pour aider les institutions qui organisent les élections. Je reviens à tout ce qui peut se faire en temps ordinaire. Ce n'est pas pour rien que la charte des partis politiques a prévu des écoles des partis politiques. Imaginez que au sein de chaque parti politique, on crée un corps d'agents électoraux conformes. C'est-à-dire que vous avez des militants. Sur 3 ans, là, maintenant, vous avez des experts électoraux qui sont là, qui sont prêts même à former gratuitement pour les partis politiques. Vous avez des institutions partenaires du Bénin qui sont prêts à mettre les moyens dans la formation des gens, de sorte à ce que, à l'abordage d'une élection, d'un scrutin, vous avez dans chaque parti politique un cercle de qualité de gens, une cohorte peut-être de 100, 200 personnes, mais qui sont déjà au fait bien formés sur comment on gère ces choses-là, parce que c'est les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Ah ben oui. Voilà. Donc, imaginez que les partis politiques commencent par faire ça. Et moi, en tout cas, pour le discours que j'entends au niveau de l'UDBN et pour les ambitions que la présidente, le président délégué et bien d'autres cadres du parti portent ensemble avec nous, je pense qu'on ira là. Et je suppose que moi, le Bénin est dans cette dynamique et les autres partis aussi. Et nous prions ceux qui sont dans la politique depuis 40 ans,
sur les 40 qui ont fait 30 en position d'élu, comprennent que nous avons besoin C'est reparti pour ce débat. Nous avons besoin Pour laisser place, d'ajouter, aux jeunes. de ne pas faire simplement un renouvellement de la classe politique, mais un rajeunissement également qui doit aller de pair avec le renouvellement. Et c'est pourquoi nous, on a clamé tout le temps, et chiffres à l'appui, que nous avions 67% de jeunes sur nos listes, 32% de femmes. Ils peuvent ne pas avoir d'argent comme les autres, ils peuvent ne pas être dans des positions institutionnelles qui leur donnent plus de notoriété, mais on aurait provoqué le choc. Et si, au décompte, nous avons des députés à l'Assemblée nationale, on aurait eu le mérite de dire les jeunes et les femmes sont là-bas. Et quand ils seront là-bas, là, ils ne vont pas permettre qu'on les laisse, on laisse leur avenir pour aller voter des lois qui ne sont pas vraiment prioritaires pour eux. Et qu'on fasse attention également, ça, la campagne est passée, on ne peut pas m'en vouloir d'en parler, qu'on aide notre peuple également à cesser d'être dans les émotions. Vous voyez, j'ai participé à des débats hier. À cesser d'attendre le Messie. J'ai participé à des débats hier soir où j'ai vu des représentants de partis politiques de l'opposition se mettre dans un triomphalisme précoce et dans un langage assez acerbe à l'encontre du pouvoir en place, qui est un langage qui était propre aux communistes et qui sont dans une dynamique, je suppose que le parti dans l'ensemble n'est pas dans cette dynamique, de revanche. Si vous voyez, si l'alternance au niveau des postes électifs doit se faire toujours sous forme de le peuple est déçu de telle personne, parce que le peuple n'a pas suffisamment d'informations, parce que ce n'est pas le président de la République qui vote les lois. Et on dit, ah bon, non, on est contre talent, donc alors il faut voter pour nous. Mais est-ce que ce peuple s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, même si le peuple votait, supposons que le peuple vote largement pour les partis d'opposition, supposons qu'ils aient beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Mais posez-leur la question de savoir ce qu'ils offrent à ce peuple-là comme alternative à ce qui se faisait avant. Madame. Justement, ça rejoint l'ordre de législature. Nous l'avons imprimé et nous avons distribué. Nous n'avons pas d'argent. Déjà, sous notre liste, c'est plus de 80% de jeunes de moins de 40 ans. Parce qu'il y en a qui vendent le jeune, mais les jeunes, ils diront des jeunes de moins de 70 ans ou 77 ans. Mais la jeunesse, c'est de 7 ans. Non, ça, c'est une expression. Là, nous avons non, il vaut mieux être dans le concret. Plus de 81% de moins de 40 ans sur notre liste. De moins de 40 ans? Oui, de moins de 40 ans sur notre liste. Plus de 81%, c'est 80, mais j'ai bien envie de voir ça, de vérifier à nous. Ah ben si, vous l'avez, je vous offrirai. Avec les dates de naissance. Bien sûr. Laissez Madame Bala. Non, mais vous savez, à Moël Bénin... conclure cette émission. Malheureusement, on est arrivé au thème très rapidement. Nous avons comme devise la vérité. D'abord, la vérité. Donc, la vérité, le travail et la patrie. Donc, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous l'avons mis là. Nous avons consigné ça. Et comme il a dit M. Kitty, je pense que nos aînés en politique doivent pouvoir essayer de prendre exemple sur le bananier. Le bananier, quand ça pousse, arrivant à un moment, il permet à ce que sa racine puisse faire un autre enfant pour pouvoir pérenniser son être. Ces personnes aujourd'hui, ils prennent la place. Ils prennent tellement de place et ils ne sont plus en contact avec les réalités du Bénin. Je dis ça, vous me direz, ils vivent au Bénin. Oui, ils peuvent vivre au Bénin. C'est des Béninois. Oui, ils vivent au Bénin sans connaître la réalité. Je pèse bien mes mots. Parce que vous voyez, par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La plupart de ces personnes, vous leur donnez WhatsApp, ils sont limite bloqués sur lire message, envoyer message. Merci beaucoup. Et donc, je pense qu'ils doivent nous permettre de pouvoir avancer et pouvoir développer notre pays. Malheureusement, on pourra parler. Ça va se faire. Qu'ils le veuillent ou pas, ça va se faire. Merci. D'accord?
Et il faut que la politique se mette au service du développement. Le panier de la ménagère dont on parle, la politique peut y jouer quelque chose. Exactement. Ce n'est pas pour rien qu'on a préféré offrir à ce pays le symbole du maïs. Merci à vous, symbole du maïs. Et le Bénin a besoin de tous ses enfants. Donc j'invite tous les Béninois à se réunir pour pouvoir créer un Bénin inclusif comme ce qu'offrait Moël Bénin. Merci à vous. Chaque parti vante ses mérites. Une campagne après. Nous sommes dans les pas du roi Guézo quand même. C'est un métaphore du roi Guézo. Je crois que c'est encore bon pour l'avenir, puisque dans 3 ans, le corps électoral sera encore convoqué. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Nous tirions les enseignements du scrutin législatif qui s'est tenu le 8 janvier dernier ici au Bénin. Merci d'avoir été avec nous.